sujets propres spécialement pour la poésie et d'autres spécialement propres pour la peinture, moyen de les connaître, de les reconnaître. Non seulement le sujet de l'imitation doit être intéressant par lui-même, mais il faut encore le choisir convenable à la poésie quand on veut le traiter en vers. Il est des sujets plus avantageux pour les peintres que pour les poètes, comme il en est qui sont plus avantageux pour les poètes que pour les peintres. C'est ce que je vais tâcher d'exposer après avoir prié qu'on me pardonne un peu de longueur dans cette discussion. Il m'a paru qu'il fallait m'étendre pour être plus intelligible. Un poète peut nous dire beaucoup de choses qu'un peintre ne saurait nous faire entendre. Un poète peut exprimer plusieurs de nos pensées et plusieurs de nos sentiments qu'un peintre ne saurait rendre, parce que ni les uns ni les autres ne sont suivis d'aucun mouvement propre et spécialement marqué dans notre attitude, ni précisément caractérisé sur notre visage. Ce que Cornélie dit à César en venant lui découvrir la conjuration qu'il allait faire périr dans une heure. L'exemple que tu dois périrait avec toi ne peut être rendu par un peintre. Il peut bien, en donnant à Cornélie une contenance convenable à sa situation et à son caractère, nous donner quelque idée de ses sentiments et nous faire connaître qu'elle parle avec une grande dignité. Mais la pensée que cette Romaine qui veut que la mort de l'oppresseur de la République soit un supplice qui puisse épouvanter ceux qui voudraient attenter sur la liberté, et non pas un crime détestable, me donne point de prise au pinceau. Il n'est pas d'expression pittoresque qui puisse articuler pour ainsi dire les paroles du vieil Horace, quand il répond à celui qui lui demandait ce que son fils pouvait faire seul contre 3 combattants. Qu'il mourut, un peintre peut bien faire voir qu'un homme est ému d'une certaine passion, mais quand même il ne dépend pas dans l'action, parce qu'il n'est pas de passion de l'âme qui ne soit en même temps une passion du corps. Mais ce que la colère fait penser de singulier suivant le caractère propre de chacun et suivant les circonstances où il se rencontre, c'est qu'elle fait dire de sublime par rapport à la situation du personnage qui parle. Il est très rare que le peintre puisse l'exprimer assez intelligiblement pour être entendu. Par exemple, Le Poussin a bien pu, dans son tableau de la mort de Germanicus, exprimer toutes les espèces d'afflictions dont sa famille et ses amis furent pénétrés quand il mourut empoisonné entre leurs bras, mais il ne lui était pas possible de nous rendre compte des derniers sentiments de ce prince si propre à nous attendrir. Un poète peut le faire, il peut lui faire dire « Je serais en droit de me plaindre d'une mort aussi prématurée que la mienne, quand bien même elle arriverait par la faute de la nature, mais je meurs empoisonné. Poursuivez donc la vengeance de ma mort et ne rougissez point de vous faire délateur pour l'obtenir. » La compassion du public sera du côté de pareils accusateurs. Un peintre ne saurait exprimer la plupart de ses sentiments. Il ne peut encore peindre dans chaque tableau qu'un des sentiments qu'il lui est possible d'exprimer. Il peut bien, pour donner à comprendre le soupçon qu'avait Germanicus que Tibère fut l'auteur de sa mort, faire montrer par Germanicus à sa femme Agrippine une statue de Tibère, avec un geste et avec un air de visage propre à caractériser ce sentiment. Mais il faut qu'il emploie tout son tableau à l'expression de ce sentiment-là. Comment le tableau qui représente une action ne nous fait voir qu'un instant de sa durée? Le peintre ne saurait atteindre au sublime que les choses qui ont précédé la situation présente jettent quelquefois dans un sentiment ordinaire. Au contraire, la poésie nous décrit tous les incidents remarquables de l'action qu'elle traite et qui s'est passé jette souvent du merveilleux sur une chose fort ordinaire qui se dit ou qui arrive dans la suite. C'est ainsi que la poésie peut employer ce merveilleux qui naît des circonstances et qu'on appellera, si l'on veut, un sublime de rapport. Telle est la saillie du misanthrope qui, rendant un compte sérieux des raisons qui l'empêchent de s'établir à la cour, ajoute après une déduction des contraintes réelles et gênantes qu'on s'épargne en n'y vivant point. On n'a pas à louer les vers de messieurs tels. Cette pensée devient sublime par le caractère connu du personnage qui parle et par la procédure qu'il vient d'essuyer pour avoir dit que des vers mauvais ne valaient rien. Il est encore plus facile, sans comparaison au poète qu'au peintre, de nous affectionner à ces personnages et de nous faire prendre un grand intérêt à leur destinée. Les qualités
extérieures comme la beauté, la jeunesse, la majesté et la douceur que le peintre peut donner à ses personnages ne saurait nous intéresser à leur destinée autant que les vertus et les qualités de l'âme que le poète peut donner aux siens. Un poète peut nous rendre presque aussi sensibles au malheur d'un prince dont nous n'entendîmes jamais parler qu'au malheur de Germanicus, et cela par le caractère grand et aimable qu'il donnera au héros inconnu, qu'il voudra nous rendre cher. Voilà ce qu'un peintre ne saurait faire. Il est réduit à se servir pour nous toucher de personnages que nous connaissons déjà. Son grand mérite est de nous faire reconnaître sûrement et facilement ces personnages. C'est un chef-d'œuvre du Poussin que de nous avoir fait reconnaître Agrippine dans son tableau de la mort de Germanicus, avec autant d'esprit qu'il a fait. Après avoir traité les différents genres d'affliction des autres personnages du tableau, comme des passions qui pouvaient s'exprimer, il place à côté du lit de Germanicus une femme noble par sa taille et par ses vêtements, qui se cache le visage avec les mains et dont l'attitude entière marque encore la douleur la plus profonde. On conçoit sans peine que l'affliction de ce personnage doit surpasser celle des autres, puisque ce grand maître, désespérant de la représenter, s'est tiré d'affaire par un trait d'esprit. Ceux qui savent que Germanicus avait une femme uniquement attachée à lui, et qui reçut ses derniers soupirs reconnaissant Agrippine aussi certainement que les antiquaires la reconnaissent à sa coiffure et à son air de tête, prit d'emprès les médailles de cette princesse. Si le Poussin n'est pas l'inventeur de ce trait de poésie, qu'il peut bien avoir emprunté du grec, il peignit Agamemnon la tête voilée au sacrifice d'Iphigénie sa fille. Ce trait est toujours un chef-d'œuvre de la peinture. Je dis toujours le Poussin conformément à l'usage établi, bien que ce le dont les Italiens accompagneront les noms illustres puisse donner à penser que le Poussin fut italien. Nicolas Poussin, c'était son nom, était des Andelys en Normandie. Je me suis étonné plusieurs fois que les peintures qui ont un si grand intérêt à nous faire reconnaître les personnages dont ils veulent se servir pour nous toucher et qui doivent rencontrer tant de difficultés à les faire reconnaître à l'aide seule du pinceau, n'accompagnassent pas toujours leur tableau d'histoire d'une courte inscription. Les trois quarts des spectateurs, qui sont d'ailleurs très capables de rendre justice à l'ouvrage, ne sont point assez lettrés pour deviner le sujet du tableau. Il est quelquefois pour eux une belle personne qui plaît, mais qui parle une langue qu'ils n'entendent point. On s'ennuie bientôt de la regarder parce que la durée des plaisirs, où l'esprit ne prend point de part, est bien courte. Le sens des peintres gothiques, tout grossier qu'il était, leur a fait connaître l'utilité des inscriptions pour l'intelligence du sujet des tableaux. Il est vrai qu'ils ont fait un usage aussi barbare de cette connaissance que de leur pinceau. Ils faisaient sortir de la bouche de leur figure, par une précaution bizarre, des rouleaux sur lesquels ils écrivaient ce qu'ils prétendaient faire dire à des figures indolentes. C'était là véritablement faire parler ces figures. Les rouleaux dont je parle se sont anéantis avec le goût gothique, mais quelquefois les plus grands maîtres ont jugé 2 ou 3 mots nécessaires à l'intelligence du sujet de leurs ouvrages, et même s'ils n'ont pas fait scrupule de les écrire, dans un endroit du plan de leur tableau où ils ne gâtaient rien. Raphaël et le Carache en ont usé ainsi. Coipel a placé de même des bouts de verre de Virgile dans la galerie du Palais Royal pour aider à l'intelligence de ces sujets qu'il avait tirés de l'Énéide. Déjà les peintres dont on grave les ouvrages commencent à sentir l'utilité de ces inscriptions et ils en mettent au bas des estampes qui se fondent après leur tableau. Le poète arrive encore plus certainement que le peintre à l'imitation de son objet. Un poète peut employer plusieurs traits pour exprimer la passion et le sentiment d'un de ses personnages. Si quelques-uns de ces traits avortent, s'ils ne frappent point précisément à son but, s'ils ne rendent pas exactement toute l'idée qu'il veut exprimer, d'autres traits plus heureux peuvent venir au secours des premiers. Joints ensemble, ils feront ce qu'un seul n'aurait pu faire, et ils exprimeront ainsi l'idée du poète dans toute sa force. Tous les traits dont Homère se sert pour peindre l'impétuosité d'Achille ne sont pas également forts, mais les faibles sont rendus plus forts par d'autres, auxquels il donne réciproquement plus d'énergie. Tous les traits que Molière emploie pour crayonner son misanthrope ne sont pas également heureux,
mais les uns ajoutent aux autres, et pris tous ensemble forment le caractère le mieux dessiné et le portrait le plus parfait qui jamais ait été mis sur le théâtre. Il n'en est pas de même du peintre qui ne peint qu'une seule fois chacun de ses personnages et qui ne saurait employer qu'un trait pour exprimer une passion sur chacune des parties du visage, où cette passion doit être rendue sensible. S'il ne forme pas bien le trait qui doit exprimer la passion, si par exemple lorsqu'il peint un mouvement de la bouche, son contour n'est point précisément la ligne qu'il fallait tirer, l'idée du peintre avorte et le personnage, au lieu d'exprimer une passion, ne fait plus qu'une grimace. Ce que le peintre fait de mieux dans les autres parties du visage peut bien engager d'excuser ce qu'il a fait de mal en dessinant la bouche, mais il ne supplée pas le trait manqué. C'est même souvent en vain qu'il tente de corriger sa faute. Il recommence sans faire mieux et semblable à ceux qui cherchent dans leur mémoire un nom propre oublié, il trouve tout hormis le trait qui pourrait seul former l'expression qu'il veut imiter. Ainsi, quoi qu'il soit des caractères qu'un peintre ne puisse pas exprimer, moralement parlant, il n'en est pas qu'un poète ne puisse copier. Nous allons voir aussi qu'il est bien des beautés dans la nature que le peintre copie plus facilement et dont il fait des imitations beaucoup plus touchantes que le poète. Tous les hommes s'affligent, pleurent et rient, tous les hommes ressentent les passions, mais les mêmes passions sont marquées en eux à des caractères différents. Les passions sont variées, même dans les personnes qui, suivant la supposition de l'artisan, doivent prendre un égal intérêt à l'action principale du tableau. L'âge, la patrie, le tempérament, le sexe et la profession mettent de la différence entre les symptômes d'une passion produite par le même sentiment. L'affliction de ceux qui regardent, le sacrifice d'Iphigénie, vient du même sentiment de compassion, et cependant cette affliction doit se manifester différemment en chaque spectateur, suivant l'observation que nous venons de faire. Or le poète ne saurait rendre cette diversité sensible dans ses vers. S'il le fait sur la scène, c'est à l'aide de la déclamation, c'est par le secours du jeu muet des acteurs. On conçoit facilement comment un peintre varie par l'âge, le sexe, la patrie, la profession et le tempérament, la douleur de ceux qui voient mourir Germanicus. Mais on ne conçoit point comment un poète épique, par exemple, viendrait à bout d'orner son poème par cette variété, sans s'embarrasser dans des descriptions qui rendraient son ouvrage ennuyeux. Il faudrait qu'il commençât par un détail fatigant de l'âge, du tempérament et même du vêtement des personnages qu'il veut introduire à son action principale. On ne lui pardonnerait jamais une énumération pareille. S'il fait cette énumération dans ses premiers livres, le lecteur ne s'en souviendra plus, et il ne sentira pas les beautés dont l'intelligence dépend de ce qu'il aura oublié. S'il fait une énumération immédiatement avant la catastrophe, elle deviendra un retardement insupportable. D'ailleurs, la poésie manque d'expression propre à nous instruire de la plus grande partie de ces circonstances. À peine la physique viendrait-elle à bout, avec le secours des termes qui lui sont propres, de bien expliquer le tempérament plus ou moins composé, le caractère de chaque spectateur. Pour faire concevoir sans peine et distinctement tous ces détails, il faut les exposer aux yeux. Au contraire, rien n'est plus facile au peintre intelligent que de nous faire connaître l'âge, le tempérament, le sexe, la profession et même la patrie de ces personnages en se servant des habillements, de la couleur des chairs, de celle de la barbe et des cheveux, de leur longueur et de leur épaisseur, comme de leur tournure naturelle, de l'attitude du corps, de la contenance, de la figure de la tête, de la physionomie, du feu, du mouvement et de la couleur des yeux, et de plusieurs autres choses qui rendent le caractère d'un personnage reconnaissable par sentiment. La nature a mis en nous un instinct pour faire le discernement du caractère des hommes, qui va plus vite et plus loin, qui ne peuvent aller nos réflexions sur les indices et sur les signes sensibles de ces caractères. Or, cette diversité d'expression imite merveilleusement la nature, qui, nonobstant son uniformité, est toujours marquée dans chaque sujet à un point particulier. Où je ne trouve pas cette diversité, je ne vois plus la nature et je reconnais l'art. Le tableau, dans lequel plusieurs têtes et plusieurs expressions sont les mêmes, ne fut jamais d'après la nature. Le peintre ne trouve donc aucune opposition du côté de la mécanique de son art à mettre dans son expression un caractère particulier. Il arrive même souvent que le peintre, en opérant comme poète et suggère à lui-même, comme coloriste et comme dessinateur des beautés qu'il n'aurait point rencontrées,
rencontré, s'il n'avait point eu des idées poétiques à exprimer, une invention en faire éclore une autre. Des exemples rendront encore notre réflexion plus facile à concevoir. Tout le monde connaît le tableau de Raphaël où Jésus-Christ confirme à Saint-Pierre le pouvoir des clés en présence des autres apôtres. C'est une des pièces de tapisserie de la tenture des Actes des Apôtres que le pape Léon X fit faire pour la chapelle de Sixte IV et dont les cartons originaux se conservent dans la galerie du palais que Marie-Stuart, princesse d'Orange, fit bâtir à Hampton Court. Saint-Pierre tenant ses clés est à genoux devant Jésus-Christ et il paraît pénétré d'une émotion conforme à sa situation. Sa reconnaissance et son zèle pour son maître paraissent sensiblement sur son visage. Saint Jean l'évangéliste, représenté jeune comme il était, est dépeint avec l'action d'un jeune homme. Il applaudit avec le mouvement de franchise, si naturel à son âge, au digne choix que fait son maître, et l'on croit apercevoir qu'il eût fait lui-même, tant la vivacité de son approbation est bien marquée par un air de visage et par un mouvement du corps très empressé. L'apôtre qui est auprès de lui semble plus âgé et montre la physionomie et la contenance d'un homme posé, aussi conformément à son caractère, applaudit-il par un simple mouvement des bras et de la tête. On distingue à l'extrémité du groupe un homme bilieux et sanguin. Il a le visage haut en couleur, la barbe tirant sur le roux, le front large, le nez carré et tous les traits d'un homme sourcilleux. Il regarde donc avec dédain et en fronçant le sourcil une préférence qu'on devine bien qu'il trouve injuste. Les hommes de ce tempérament croient volontiers ne pas valoir moins que les autres. Près de lui est placé un autre apôtre embarrassé de sa contenance. On le discerne pour être d'un tempérament mélancolique, à la maigreur de son visage livide, à la barbe noire et plate, à la vue de son corps, enfin à tous les traits que les naturalistes ont assignés à ce tempérament. Il se courbe et les yeux fixement attachés sur Jésus-Christ, il est dévoré d'une jalousie morne pour un choix dont il ne se plaindrait point, mais dont il conservera longtemps un vif ressentiment. Enfin, on reconnaît là Judas aussi distinctement qu'à le voir pendu au figuier, une bourse renversée au col.